En avril 2014, était publiée dans la revue JAMA International Medicine une étude menée par la docteure Cara Tannenbaum, gériatre et titulaire de la chaire pharmaceutique Michel Saucier en santé et vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, portant sur 300 Québécois âgés de 65 à 95 ans et consommant des somnifères depuis 10 ans en moyenne. Les participants avaient reçu un document de 7 pages décrivant les risques de cette habitude, notamment l'augmentation de 50% du risque de la chute et la probabilité accrue d'une démence, en les invitant à discuter avec leur médecin ou leur pharmacien d'un protocole de cessation graduelle du traitement. Les résultats rapportés sont éloquents. 62% des patients ont parlé à leur médecin et dans les 6 mois qui ont suivi, 27% des patients se sont défaits de leur dépendance et 11% étaient en processus de sevrage. Ces résultats ont fait dire à la chercheure, les gens sont intelligents, ils comprennent ce qui est bon pour leur santé. Mais si on convainc une personne de se débarrasser de son somnifère, de continuer la chercheure, il faut pouvoir lui offrir une solution de rechange. Par exemple, une thérapie cognitive, comportementale pour traiter de ses insomnies. C'est là que le bas blesse. Dans un contexte d'austérité financière, Mme Laurent nous en a fait peur ou nous a sensibilisés déjà, et nous le sommes tous, le taux d'ordonnance médicale risque d'augmenter car il y a de moins en moins de budget pour les interventions non pharmacologiques. Malheureusement, c'est plus facile de donner des pilules que de les remplacer par des interventions ou des activités sociales, par une physiothérapeute, une diététicienne, les animateurs pour prévenir les dépressions. Surtout que le taux de pauvreté chez les personnes âgées, en particulier les femmes, est très élevé. Les médicaments sont remboursés dans notre système de santé, mais les activités ne le sont pas. Une réflexion de société doit être menée et la culture du tout médical montre clairement des failles. Il paraît qu'il faut que je continue jusqu'à un petit peu plus loin. Pour sa part, Michel Charpentier, également connu, docteur en travail social et professeur titulaire de la chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne, constate ce qui suit. Une mauvaise compréhension des diversités et des inégalités du vieillissement se traduit par des politiques sociales qui ont une vision uniquement physiologique de la vieillesse. Le maintien à domicile, oui, si une personne peut s'organiser avec les services du CLSC et payer les autres services à domicile. Mais pour les personnes qui vivent seules dans un logement mal ou pas adapté, qui peut être une source de risque d'accident, de chute, le maintien à domicile est à évaluer. Bref, les politiques sociales sont mal adaptées, elles doivent servir les gens, pas le contraire. Et l'expression de Mme Laurent, comment est-ce qu'on dit ça? Les bottines ne suivent pas les babines, c'est exactement ça. C'était mon introduction. Au cours des derniers mois, nous avons tous été mis devant des quasi-certitudes. Nous sommes d'ailleurs plusieurs déjà à avoir franchi le cap comme baby boomers. Le 1er juillet 2015, 18,2% des baby boomers étaient âgés de 65 ans et plus. Statistique Canada émettait également à cette date, ou le 29 septembre, les estimations provisoires qui ont montré que pour la première fois, le Canada compte davantage de personnes âgées de 65 ans et plus que d'enfants de 0 à 14 ans. Selon les plus récentes projections démographiques, la part des personnes âgées de 65 ans et plus continuera de s'accroître et devrait se chiffrer à 20% au 1er juillet 2024. C'est 10 ans. Le 1er octobre 2015, Journée mondiale des aînés, l'OMS énonçait sur son site, et vous allez voir, c'est très pertinent aussi. Pour sa part, le chiffre de 2 milliards a été avancé pour le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en 2050. Dans un monde au vieillissement accéléré, les personnes âgées joueront un rôle de plus en plus important grâce à leur travail bénévole, la transmission de leurs expériences et de leurs savoirs, l'aide qu'ils apporteront à leur famille comme responsables de soins, ainsi que leur participation grandissante à la force de travail rémunérée. Plusieurs d'entre nous ont 65 ans et plus et travaillent encore. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est de plus en plus significatif. J'aimerais aborder maintenant quelques chiffres rapidement pour mettre en contexte le sujet du colloque.
En 1994, un cadre de référence sur les services à domicile de première ligne a été adopté au Québec. Il constitue la politique officielle du ministère de la Santé en matière de services à domicile et il était destiné principalement aux clientèles des services de longue durée, particulièrement les personnes âgées en perte d'autonomie. Avec la transformation des services de santé, comme on le sait, la clientèle des services à domicile de courte durée a considérablement augmenté. Elle compte maintenant pour près de 30 du total. L'intégration sociale des personnes handicapées et des personnes souffrant de maladies mentales également s'est accentuée et l'hébergement en établissement, est devenu une solution de dernier recours, ou devrait l'être. Avec la montée des besoins, les clientèles ont souvent été placées en concurrence, de sorte qu'on relève des écarts importants dans l'accès aux services entre les clientèles et entre les territoires. De nouveaux prestataires de services sont apparus. Aujourd'hui, le champ forme une mosaïque complexe où se côtoient entreprises privées, gouvernements, entreprises publiques, entreprises d'économie sociale, en aide domestique, organismes communautaires, diverses organisations publiques telles que la Société d'habitation du Québec, absente ce jour, et la Régie d'assurance maladie du Québec. En 2002, à Madrid, nous n'y étions pas, mais nous aurions voulu y être, l'ONU adoptait le plan d'action international sur le vieillissement qui précisait j'ai retenu quelques objectifs parce que vous irez voir la déclaration, c'est un peu long à couvrir. Fournir aux personnes âgées, j'en retiens 2. Fournir aux personnes âgées les soins médicaux, l'aide et la protection sociale dont elles ont besoin, y compris en matière de soins préventifs et de rééducation, entendu, réadaptation. Faciliter les partenariats à tous les niveaux entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les personnes âgées pour que le plan se traduise par des mesures concrètes. 2002 au Québec, on adopte un premier plan de la santé des services sociaux, très peu connu, qui s'appelait, comme dit encore une fois Mme Laurent ce matin, avec une terminologie assez particulière, pour faire les bons choix. 2003, adoption du Programme national de santé publique. 2 objectifs, 2 cibles principalement, dans la prévention des chutes chez les aînés, la promotion et le soutien auprès des cliniciens de l'évaluation multidisciplinaire des facteurs de risque de chute chez les personnes âgées et la promotion et le soutien des mesures multifactorielles de prévention des chutes destinées aux personnes âgées à risque, notamment celles qui ont déjà fait une chute. Ce problème-là de répétition de chute est assez bien documenté d'ailleurs dans la littérature. 2003, adoption de la politique de soutien à domicile qui remplace le cadre de référence de 1994. Vous voyez ça, là, mais moi, je le vois pas. Oui, là, je le vois, oui. En novembre 2014, la Direction générale de la santé publique a adopté un cadre de référence qui portait précisément sur la prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile. Il y a 10 ans. À cette époque, les statistiques révélaient que 30 des personnes âgées de 65 ans et plus ont fait une chute dans l'année. La proportion semble similaire aujourd'hui. La Direction générale énonçait, de par leur ampleur et leurs conséquences, les chutes chez les aînés constituent un problème de santé publique important. Les chutes et les fractures qui en résultent sont des événements qui découlent de facteurs de risque multiples liés à l'individu, à ses comportements et à son environnement. On va y revenir encore cet après-midi. Et les différents groupes de travail qui se sont prononcés sur le sujet ont fait consensus sur l'importance de préserver les acquis du système de santé. Direction générale de santé publique, ça semble être une émanation du gouvernement. Et de relever les nouveaux défis liés notamment au vieillissement de la population et à la nécessité de faire un virage prévention. C'est dans ce contexte qu'on a adopté le Programme national de santé publique 2003-2012. En 2009, la prévention des chutes fait également l'objet d'un guide d'implantation, et on parle des chutes à domicile, et par la suite, en 2011, de recommandations préliminaires à l'élaboration d'un guide de pratique clinique, guide qui est utilisé couramment, évidemment par les professionnels, dont certains sont ici présents. Puis, en février 2011, une autre étape est franchie, pour l'annonce de l'élaboration, de l'élaboration de la politique « Vieillir chez soi ». Cette politique vise à démontrer la volonté du gouvernement d'offrir dans chaque région des services adaptés et conçus pour améliorer la vie des aînés
et reconnaître que les aînés sont actifs et en santé veulent vieillir à la maison. Ça découlait, ça ressortait de l'enquête de 2007 avec Mme Blais. Puis finalement, en mars 2011, le gouvernement annonce la mise en œuvre du plan de services intégrés qui comportait entre autres des investissements particulièrement importants au niveau notamment de l'hébergement et des soins offerts aux personnes atteintes d'Alzheimer et de certaines ressources intermédiaires. Donc, le mandat d'élaboration de la politique sur le vieillissement a été confié conjointement au ministre responsable des aînés, à la ministre déléguée des services sociaux, mais également au ministère de la Santé, au ministère des Affaires municipales, aux régions et l'occupation du territoire, au transport et au président de la Société d'habitation du Québec. J'y reviens encore une fois. Ce n'est pas un hasard. Il y a une reconnaissance, donc, non équivoque de l'apport nécessaire des paliers décideurs en matière de santé, de transport et d'habitation. La politique Vieillir et Vivre ensemble et son plan d'action vont mettre de l'avant, écrivait-on, une approche novatrice et intégrée qui privilégie la participation intersectorielle, le développement des communautés en ce qui concerne les services et les infrastructures. Ils contribueront à jeter les bases d'une société pour tous les âges de manière à permettre aux générations actuelles et futures de personnes aînées de vivre dans un environnement favorisant le vieillissement actif. La réussite de cette politique, disait le gouvernement, et on devrait être d'accord avec cet objectif, et de son plan d'action repose sur la synergie de l'ensemble des acteurs de la société, et j'ajouterai pas seulement les professionnels de la santé, dont les personnes aînées elles-mêmes. Par cette politique, on visait à avoir une société qui adapte ses pratiques et son organisation en fonction d'une vie plus longue et plus active, ce que nous souhaitons tous, mais en santé. Et c'est pourquoi le gouvernement travaille à ce que les aînés du Québec demeurent en santé dans leur communauté et continuent de s'épanouir, quel que soit leur lieu de résidence. Alors, domicile, résidence, c'est ce qu'on a. Dans l'état actuel, les aînés, et on se pose la question, qui ont besoin de services à domicile suite à une chute qui a laissé des séquelles partielles, temporaires, permanentes, ou des blessures, peuvent-ils vivre en sécurité? Les politiques actuelles et les programmes existants permettent-ils de répondre à leurs besoins? Les droits des personnes âgées de 65 ans et plus qui ont été victimes d'une chute accidentelle à domicile sont-ils respectés? Et que voulait dire le gouvernement quand il a adopté sa politique et énoncé son objectif d'une société qui adapte ses pratiques et son organisation en fonction d'une vie plus longue et plus active? Question pour le panel. Défendre les droits. Oui, ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi ce titre du colloque pour défendre les droits des aînés. Je pense qu'il est heureux de faire ici des liens. Défendre les droits des aînés, à mon sens, à ce chapitre, c'est-à-dire celui des chutes à domicile, c'est considérer les aînés comme des personnes qui méritent le respect et leur dignité. Et je vous dirais qu'ils méritent aussi d'être impliqués dans le processus d'acquisition des connaissances puis de mise en place de moyens de prévention. C'est aussi considérer les chutes des aînés à domicile comme un accident qui entraîne des blessures et qui atteint leur intégrité physique, voire psychologique. Mathieu. C'est aussi considérer le domicile comme un lieu qui devrait susciter bien-être et sécurité. C'est aussi considérer la prévention comme une priorité de santé publique et l'accès aux programmes de services et d'adaptabilité comme une fin sociale. C'est aussi considérer l'autonomie comme une valeur fondamentale qui reflète un besoin profond relié au droit à la vie et à la mise en place de moyens pour l'atteindre. Vous avez vu que j'ai réussi à intégrer tous les mots du colloque. Je pense qu'on avait un long titre. C'était ça l'objectif, c'est que je puisse faire une diapositive. Alors, est-ce un hasard que ce colloque se tienne aujourd'hui, au cours du mois d'octobre, mois de la sécurité et de la prévention, on le voit dans le métro, on voit ces annonces, également, mois de l'accessibilité, M. Morales va nous en parler. Certains constats rapidement. 15 % des personnes âgées de 65 ans à
65 à 74 ans ont fait une chute accidentelle à domicile. 21 des personnes âgées de 75 ans et plus au cours de l'année 2012. C'est l'Institut de la statistique du Québec en 2012 qui nous le rapporte. En comparatif avec les chiffres relatifs aux chutes dans les établissements de santé, de soins de longue durée, on peut dire que pour la séquence d'âge des 65 ans à 74, c'est similaire. Et le taux de chute pour les 75 ans et plus en établissement de soins de longue durée est beaucoup plus élevé. Mais ce n'est pas l'objet de mon propos de comparer le taux de chute. 10 des chutes accidentelles chez les personnes âgées occasionnent des blessures sérieuses, soit des fractures, des luxations ou des traumatismes cérébraux. Au Québec, comme au Canada, les chutes accidentelles constituent la principale cause des hospitalisations à la suite d'une blessure. Et chaque année au Québec, les chutes, alors mes chiffres sont peut-être un peu différents, je me suis inspirée des statistiques de l'Institut national de la santé publique de 2012. Les chutes des 65 ans et plus représentent environ 16 000 hospitalisations, soit 7 de l'ensemble des hospitalisations pour ce groupe d'âge. Quant à la mortalité, Madame la coroner en chef en a fait allusion. Au Québec comme au Canada, les chutes constituent la principale cause des Pardonnez-moi. En 2011, le Québec se classait au premier rang sur 16 pays pour la mortalité par chute accidentelle chez les femmes de 75 ans et plus, et au deuxième rang chez les femmes de 62 ans à 65 ans à 74 ans. Et au troisième rang pour les hommes de 75 et plus, et au cinquième rang pour les hommes de 65 à 74. Donc, le premier rang étant le rang le plus faible, ce qui veut dire qu'on est pas mal bon au niveau, si on peut voir ça comme ça, à l'échelle internationale. Quant à la mortalité découlant de chutes à domicile, de 2005 à 2008, on a répertorié que le taux de mortalité par chute était de 13 pour 100 000 personnes chez les 65 à 74 ans et de 133 pour 100 000 personnes chez les 75 ans et plus. Et en 2004, 600 décès seraient résultés d'une chute chez les personnes âgées vivant à domicile. Ceci étant, je comprends qu'on n'a pas des chiffres particulièrement exacts d'après ce qu'on a entendu de Mme la coroner en chef. Alors, en juillet 2015, l'Institut canadien d'information sur la santé révélait, et ces propos-là s'ajoutent à ce qu'ils avaient déjà constaté précédemment et à ce que, également, le ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec rapporte. D'abord, un constat évident. Les chutes des aînés à domicile demeurent une cause d'hospitalisation majeure. Et les chutes ont des effets négatifs sur la santé mentale de la personne, et notamment la peur de tomber, la perte d'autonomie, l'isolement accru, la confusion, l'immobilisation et la dépression. Ensuite, en juillet 2015, l'Institut de la statistique canadien rapportait que plus de 30 000 personnes se fracturent la jambe chaque année. Hein, vous le savez, vous avez tous une tante là, qui vous dit « Moi, je ne veux pas tomber, je fais attention à ne pas tomber. » Pas que c'est si mauvais de dire « je fais attention », c'est correct. En tout cas, disons que c'est de la prudence. Puis, dans mon jargon, la prudence, c'est bon. La plupart d'entre elles, de ces personnes qui se sont fracturées, étaient des femmes âgées de plus de 65 ans. Les personnes qui étaient admises dans un programme de réadaptation dans les 6 à 7 jours après la chirurgie, on parle de service, étaient plus susceptibles de retourner à domicile que celles admises dans un délai moyen de 12 jours dont on parle de réadaptation. De même, les personnes qui bénéficiaient de l'aide de proches avant la fracture étaient 20 plus susceptibles de retourner à domicile que celles, après une réadaptation, que celles qui recevaient un soutien limité, voire aucun soutien. Le type de chirurgie, le sexe, le statut socio-économique, richesse ou non, la durée de l'hospitalisation ou de la réadaptation et la présence de dépression ne seraient pas des facteurs prédictifs de retour à domicile. Et les personnes dont la langue maternelle
n'étaient ni le français ni l'anglais, on pense à nos communautés, Madame Laurent pourra en témoigner, étaient plus susceptibles de retourner à domicile. Question de culture. Donc, il faut peut-être tirer un certain enseignement. Donc, un problème de santé publique documenté depuis 20 ans. Petite gorgée d'eau. Ici. Hippelay. Oh là. Oh, excusez-moi. Oh là. Vous ne pensiez pas l'avoir à rebours, hein? Bien là, vous l'avez presque vu à rebours. Excusez, je ne suis pas habile. Voilà. Recommandation du comité provincial sur la prévention des chutes à l'égard des aînés. Il y a eu des recommandations, il y a des comités qui sont mis sur pied. Les deux conférencières aujourd'hui sont parties de ce comité provincial d'experts, ou l'ont été, la Dr Gagnon, Mme Filiatro. Il y a des recommandations qui ont été formulées à l'égard justement des chutes des aînés à domicile par l'Institut national de santé publique et par l'Agence à l'époque de santé et de services sociaux de la capitale nationale. J'ai retenu quelques recommandations, mais je les sélectionne pour vous. Diapositive 20. Oui. Publiciser auprès de la population de 65 ans et plus, vivant à domicile, l'importance des programmes d'exercice, qui incluent des exercices de renforcement et d'équilibre comme moyen de prévenir les chutes. Maintenir l'autonomie et des liens sociaux et le bien-être. Diffuser auprès des médecins l'information sur les bénéfices et les rares contre-indications de programmes d'exercice dédiés à la prévention des chutes, même à un âge avancé. Rendre disponibles dans la communauté des programmes d'exercice en groupe, comprenant des exercices de renforcement et d'équilibre d'une durée d'au moins 90 minutes par semaine pour tenir compte des bénéfices sur les autres aspects de la santé. Et tenez-vous bien, favoriser, ça m'a fait sourire, l'implantation de groupes de Tai Chi avec des instructeurs formés à cette discipline. Dr Gagnon y fait référence, je pense qu'il y a un kiosque sur le Tai Chi, alors c'est votre journée pour le Tai Chi. Et enfin, ça je pense que c'est aux minutes, améliorer, pour les fins d'améliorer, ça on a vu le volet exercice, il y a le volet vision, il y a le volet adaptation, rapidement sur le volet vision, que les médecins s'assurent, donc il y a une responsabilité partagée ici, que les médecins s'assurent que les personnes âgées aient un examen visuel périodiquement pour identifier la présence d'une cataracte, que les médecins recommandent la chirurgie de cataracte aux personnes qui pourraient en bénéficier, que les médecins de famille, les ophtalmologistes, les optométristes soient sensibilisés à l'importance des cataractes et que l'exérèse des cataractes soit disponible pour toutes les personnes âgées chez qui la chirurgie est indiquée. Et il y avait aussi plusieurs recommandations pour l'adaptation du domicile, mais je n'ose pas trop empiéter sur le propos des collègues cet après-midi. C'est toujours ça. De l'avis des soignants, le retour à domicile après une hospitalisation comporte des avantages. Réintégration rapide dans la communauté, diminution des risques d'infection liés avec le séjour en milieu de soins prolongé. Hein? Qui d'entre vous n'a pas été privé d'aller voir un proche parce qu'il y avait une infection sur l'unité? Meilleure chance de retrouver la qualité de vie précédant l'accident et diminution des coûts directs à l'hospitalisation. Je reviendrai plus tard. Mais le retour à domicile comporte souvent des embûches. Je vous dirais que, on pourrait dire même que si pour les soignants, le retour à domicile comporte des avantages, le retour à domicile a pu créer pour les avocats un certain niveau de travail. Oui, on va y revenir. Les embûches. Retour à domicile, les adaptations, évidemment, le retour à domicile, ce que ça veut dire, c'est que si on porte des séquelles, temporaires ou permanentes, on a besoin de services. On l'a vu, il y a une motivation, il y a une intention, il y a un projet, il y a un désir, puis quand il y a un problème de santé publique, ça concerne la population. Ce n'est pas unique à une personne. Alors, existe-t-il, et je reprends ma question,
le retour à domicile soulève donc le droit aux services de santé, à l'intégrité et à la sécurité lorsqu'une personne aînée a besoin d'adaptation domiciliaire, a besoin de soutien de services à domicile, a besoin d'aide à domicile pour se déplacer, a besoin de services pour l'extérieur. Quels sont ces programmes existants? Et si on veut publiciser un peu la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des programmes existants. Et sont-ils suffisants pour répondre à leurs besoins de sécurité? Le programme de soutien à domicile est ouvert aux personnes qui ont une incapacité temporaire ou permanente ou une perte d'autonomie et qui ne sont pas admises dans un établissement hospitalier. Il faut être âgé de 65 ans ou plus, ou de moins de 64 ans et avoir un besoin d'aide domestique, qui est recommandé par le CLSC. Offrir de l'aide à des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap physique ou un trouble, voici l'objectif de ce programme. Certains services sont offerts aux proches aidants de ces personnes qui apportent un soutien non professionnel. Alors, le programme existe, la démarche doit se faire. L'aide financière maximale est fixée par réglementation. Les services et soins professionnels qui peuvent être fournis sont des services qui sont en fonction des besoins de la personne, bien entendu. Il faudra aussi évaluer que le montant alloué tient compte également d'un revenu familial. Et il faudra aussi prévoir une démarche à l'effet de s'adresser à une entreprise d'économie sociale en aide domestique reconnue par le ministère pour faire convenir d'une entente de service avec celle-ci. Il faudra aussi remplir des formulaires de demande d'aide. Il faudra se faire appuyer par l'ergothérapeute, par le médecin. Démarche parfois lourde, difficile, essentielle, nécessaire pour obtenir ce service-là. Alors, voici une première suggestion. Je n'attends pas à la fin pour faire mes recommandations. Je ne suis pas coroner. Suggestion, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu pour l'Association québécoise de défense des droits des personnes d'assister les aînés, les proches, dans ces démarches-là qui permettent d'avoir accès à ce programme-là? Je ne discute pas ici de la disponibilité des services, je discute de leur existence, l'existence de programmes. Deuxième programme, Papote roulante. La Papote roulante, c'est un complément essentiel au soutien à domicile. C'est un repas chaud. Si vous ne l'avez pas fait dans votre jeunesse, vous avez manqué une belle expérience. Des aînés en perte d'autonomie, ouvert à des aînés en perte d'autonomie partielle ou permanente. Pas besoin d'être alité, là. On peut avoir été temporairement affecté par les séquelles d'une chute. S'adresse donc aux personnes âgées, aux personnes en perte d'autonomie, aux personnes handicapées, aux personnes qui ont des maladies chroniques. Encore une fois, demande au CLSC, au Centre d'action bénévole. Aide financière maintenant pour les services domestiques, pour les services d'aide domestique, pardon. Donc encore là, il y a des programmes qui existent en fonction de la qualification, une personne seule, une famille monoparentale, une famille biparentale. Il faut encore une fois s'adresser à une entreprise d'économie sociale en aide domestique reconnue par le ministère. Il faut remplir des formulaires, il faut faire des démarches. Pour la personne aînée seule qui sort d'un accident, qui a peur de retomber, qui a des séquelles, c'est des démarches pas faciles, c'est des démarches difficiles. Et de toute façon, ont-elles accès à Internet? Et de toute façon, peuvent-elles imprimer leur formulaire? Peuvent-elles le remplir en ligne? Donc, il y a lieu d'assister les aînés dans ces démarches-là pour qu'ils puissent bénéficier des programmes qui existent. Autre point important, l'adaptation domiciliaire. Alors, lors d'un retour à domicile, tous les domiciles ne sont pas conçus pour s'adapter et ne sont pas conçus pour rencontrer les besoins spécifiques d'une personne qui, dorénavant, doit utiliser un déambulateur, un fauteuil roulant, une chaise d'aisance, temporairement ou à long terme. Le retour à domicile soulève donc le droit on l'a vu, à la sécurité, à l'intégrité, à des soins et des services de santé. Il y a des programmes qui existent. Mais le retour à domicile soulève beaucoup la question du droit à la sécurité du domicile lorsque la personne a besoin d'équipement
en permanence, d'adaptation du domicile et de surveillance. On a constaté, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Institut national de santé publique qui ont publié un document qui est le guide de pratique clinique en 2011. On a constaté que l'intervention visant l'adaptation du domicile diminue le nombre de chuteurs de 20 %. C'est pas rien. Et le sous-groupe de personnes qui présentait, pour l'étude, une atteinte importante de la vision bénéficie particulièrement de ces modifications. Diminution du nombre de chuteurs de 41 %. Alors, on parle de vision? Oui, on devrait pas cesser de parler de la bonne vision chez les aînés. Et il y a plus. L'adaptation du domicile et de ses accès. Il existe des programmes, mais pour l'adaptation domiciliaire, mais ces programmes sont-ils suffisants pour répondre aux besoins des aînés et assurer leur sécurité? Un programme bien connu, c'est le programme PAD, Programme d'adaptation domiciliaire, qui est accessible aux personnes de 65 ans et plus et handicapées. Conditions d'handicap nécessaires. Qui conclut au handicap? Les professionnels de la santé. C'est quoi le handicap? C'est d'être limité de façon quotidienne, courante, à une activité. Une personne qui est diabétique va être considérée handicapée. Alors, une personne aînée qui a subi une chute et qui porte des séquelles peut démontrer qu'effectivement, elle est limitée de façon significative et persistante et que ses incapacités nécessitent des modifications à son domicile. Encore une fois, des travaux peuvent avoir pour objet de modifier et d'adapter le domicile. Et dans le programme PAD, le propriétaire doit consentir à ce que les adaptations soient faites. À ce que la démarche soit faite, et une fois les travaux faits, ça s'intègre à son domicile. Donc, suggestion, encore une fois, pour l'Association québécoise des droits de la défense des droits des retraités et pré-retraités, l'accompagnement dans la démarche pour obtenir, justement, pour cette inscription-là, au programme d'accès d'adaptation domiciliaire. Bien sûr, les délais sont longs avant que le dossier soit traité et avant qu'on ait une réponse positive, ça peut prendre 2 ans. Vous l'avez bien dit. Conditions relatives au bâtiment. Tout de bâtiment servant au domicile fait partie de ce programme PAD. Donc, les résidences pour personnes âgées certifiées, les résidences intermédiaires qui hébergent 9 personnes ou plus, des personnes et les résidences également familiales sont éligibles. Pour certains travaux, sont exclus les habitations à loyer module, les résidences pour aînés non certifiées et les coopératives d'habitation. Donc, il y a une subvention. Il peut y avoir une subvention supplémentaire suivant les besoins qui sont expliqués, des besoins additionnels, par exemple, pour la cuisine, élargissement des cadres de porte, permettre la circulation. Par exemple, il y a également possibilité de supplément de 10 000 $ pour un équipement spécialisé tel un ascenseur. Plus la perte d'autonomie est grande et plus le besoin d'adaptation et de sécurité va grandir. Améliorer les services des aînés à domicile va favoriser leur maintien à domicile et leur sécurité. Et c'est clair que le droit à la sécurité dans la prestation des services existe bel et bien. Il existe bel et bien tellement que retourner à domicile suite à une chute qui laisse des séquelles assez graves pour limiter les activités de la vie courante constitue un défi pour la personne âgée qui vit chez elle, de même que pour une personne qui vit seule, de même que pour une personne qui vit avec un conjoint qui va recevoir des services. Une des conséquences négatives de la chute accidentelle, c'est l'impossibilité de retourner vivre à la maison. Cette impossibilité-là se concrétise par des évaluations qui sont faites par des professionnels de la santé. Lorsqu'on arrive à cette situation-là d'impossibilité de retourner à domicile, on va évaluer la situation de l'aîné
et, par le biais de certaines évaluations, conclure qu'il serait risqué pour cette personne de retourner dans son milieu de vie compte tenu de la situation qui l'a amené à l'hôpital. L'hébergement fait partie des soins, de sorte que on envisagera l'hébergement lorsqu'il sera impossible de retourner à domicile pour l'aîné. On conclura que le domicile ne répond plus aux besoins et que le risque de blessure et de chute, qui est déjà documenté, favorise l'hébergement plutôt que le retour à domicile. Dans les critères d'évaluation qui sont soumis dans les rapports des professionnels au soutien d'une demande d'hébergement, on va constater très souvent les situations suivantes. Les tentatives de retour à domicile ont été infructueuses malgré les services alloués. Très souvent, les services sont insuffisants de toute façon pour répondre aux besoins de la personne. La personne âgée craint de tomber. Elle nie son problème de santé à l'origine ou non des chutes. Il y a confusion et perte d'autonomie. Il va falloir une prémisse également extrêmement importante, que la personne ne comprend pas son état de santé et sa situation pour qu'on puisse éventuellement la forcer à être hébergée contre son gré plutôt que de retourner à domicile. Il devra également y avoir cette condition essentielle du refus catégorique de l'aîné de retourner, d'être hébergé, chose qui nous a été rappelée au cours de l'été par deux arrêts de la Cour d'appel. Très souvent, on retrouve une situation où l'aîné qui a un conjoint ne bénéficie pas de sa disponibilité ou de son aide. Il n'y aura pas de réseau d'aide appropriée, famille, aidants insuffisants. Des aidants, on n'a pas toujours des aidants bénévoles, hein? Alors, les moyens financiers pour répondre à l'assistance et l'accompagnement et l'aide et les services à la maison, c'est pas accessible à tous. Et les risques reliés au retour à domicile, soit les chutes, sont élevés en comparaison des bénéfices de l'hébergement. Alors, en définitive, les autorisations pour forcer une personne contre son gré à être hébergée, alors que son premier choix, c'est de retourner dans son milieu de vie naturel, sont les suivantes. Moins le domicile est adapté, moins le logement est en ordre, plus il est encombré, plus l'environnement sera propice aux chutes et moins il y aura de support de l'entourage, plus la personne sera isolée et moins elle acceptera les services à domicile plus facilement ou plus aisément ou plus rapidement. L'ordonnance judiciaire d'hébergement contre le gré de la personne sera ordonnée. Je vous dirais que 90% des demandes faites aux tribunaux, tous les après-midi à Montréal, puis dans les autres districts, ça varie, obtiennent gain de cause. Donc, ce qui veut dire que l'aîné, contrairement à sa volonté, son désir de se rétablir dans son autonomie, contrairement à sa volonté de vouloir continuer de vivre les prochaines années chez elle avec des services, par manque de services puis en raison d'un isolement et par manque d'adaptation de son domicile et en raison des risques que suscite désormais son domicile suite à une chute, se retrouve dans des situations à être forcé généralement pour une durée de 2 à 3 ans contre son gré, donc forcé d'être hébergé pour cette durée minimalement, très souvent. Alors, ce que ça entraîne l'hébergement, mais évidemment, ce n'est pas mon propos d'évaluer les avantages et les inconvénients. Par contre, retenons qu'il y a privation de choix, privation de cette autonomie-là, ce désir-là, cette volonté-là de retourner à la maison. En conclusion, oui, Madame la Présidente, vous allez me chicaner. En conclusion, 3 suggestions. La première, je la vois dans l'implication... Ah, c'est pas écrit. Vous pouvez prendre des notes. L'implication des aînés dans le processus. Je ne suis pas en désaccord avec les professionnels de la santé, mais impliquons les aînés dans le processus décisionnel, dans la situation, informons-les des difficultés qui sont rencontrées et assurons-nous que non seulement les aînés, mais peut-être les proches aidants, peut-être ceux qui fournissent des services journaliers, peut-être la famille, ceux qui sont disponibles et intéressés, soient également impliqués. Envisageons la possibilité, deuxièmement, d'assistance par le biais d'organismes de défense de droit dans les démarches pour obtenir les services.
Ils existent, on nous dit qu'ils ne sont pas disponibles, il n'y a pas assez de monde, on n'a pas le temps. Il y a des coupures, mais les programmes existent. Et le gouvernement nous a dit à multiples reprises, c'est un problème de santé publique, puis on veut s'y attaquer. Alors voilà. Bombardons les demandes, remplissons des formulaires et faisons des demandes d'accès à ces programmes. Et je verrais bien la QDR mettre sur pied également, en troisième lieu, un comité qui pourrait soumettre au ministre une analyse comparative des coûts. Vous allez me trouver audacieuse, surtout Madame la Présidente, elle va me trouver audacieuse. Une analyse comparative des coûts engendrés par l'hébergement des aînés et les bénéfices et les économies créés par l'investissement dans des services et des mesures préventives. Cyrano a sorti en juillet 2015 une étude très intéressante sur les coûts de l'hébergement pour la période de 2010 à 2015. On sait combien ça coûte, l'hébergement. On sait combien on peut quantifier. C'est difficile, c'est pas facile. On peut faire cet exercice-là. Et on nous dit que dans la période à venir, on sera très, très nombreux à arriver aux portes des centres d'hébergement. Cyrano nous dit, cette étude de l'Université de Montréal nous dit, ils étaient 75 100 en hébergement de soins de longue durée en 2010. Ils seront, ou nous serons, en 2030, 134 900, c'est le double. C'est pas loin, ça, 2030. Et 196 900 en 2050. C'est explosif, c'est impossible à soutenir. Alors, 2 poids, 2 mesures. Ou bien on attaque le problème de notre prévention, puis on s'assure et on convainc également, par une étude de coût, que c'est une option envisageable et réalisable. Et tout ça, également en conservant l'idée que l'autonomie reste intimement rattachée à la personne jusqu'à sa mort. Et même si elle perd l'autonomie, elle conserve des capacités résiduelles. Et ça, bien, ça fait partie de la dignité de la personne. Je vous remercie pour votre attention et bon colloque.